Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. Rétablir la confiance et raviver la solidarité, c'est le thème de la 78e Assemblée Générale des Nations Unies qui a officiellement été lancée mardi à New York. Le sommet sur les objectifs de développement durable s'est lui refermé au même moment. Nous évoquerons ces deux événements dans quelques instants. Le gouvernement princier a tenu sa conférence de presse de rentrée ce mercredi. Nous reviendrons sur les grands thèmes qui ont été abordés. Pierre Dartout sera également notre invité en plateau. Stage de préparation du 15 de France, meeting d'athlétisme Hercules EBS, le changement du parquet de la salle Gaston Médecin. Plus que jamais, le stade Louis II joue pleinement son rôle de berceau du sport en principauté. Nous l'évoquerons avec Sylvie Bertrand, directeur de l'enceinte sportive. Dans ce journal aussi, tour d'horizon, des sites qui ouvriront leurs portes à l'occasion de la journée européenne du patrimoine dimanche. Et puis votre traditionnel rendez-vous, ceux qui font Monaco. Ce soir, coup de projecteur sur la distillerie de Monaco. Direction New York pour débuter ce journal où le débat général de la 78e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies se poursuit. Le prince Albert II doit prendre la parole à la tribune de l'ONU ce mercredi soir, heure de Monaco. Le souverain qui a pris part hier au sommet sur les objectifs du développement durable. Notre correspondante sur place, Alexandra Pani, revient sur ces deux temps forts. À mi-parcours de l'échéance pour la réalisation des objectifs de développement durable, les yeux du monde sont de nouveau rivés sur vous. Au cours du week-end, des jeunes et des groupes de la société civile se sont rendus à l'ONU ou défilés à travers le monde pour réclamer une action urgente. L'heure est venue de prouver que vous êtes à leur écoute. Agir maintenant et agir ensemble, c'est le message qu'a voulu faire passer Antonio Guterres, alors que plusieurs chefs d'État de puissance économique n'ont pas fait le déplacement cette année. Le secrétaire général des Nations Unies a tenu à rappeler dans ses deux discours prononcés en ce début de semaine l'urgence à relever les défis communs et à sommer les États membres à redoubler d'efforts dans un contexte géopolitique en crise. En clôture du sommet des ODD, il a fourni une liste concrète des tâches à accomplir. Non seulement il est urgent de le rappeler, mais je crois surtout qu'il est urgent d'agir. C'est un petit peu la conclusion à laquelle nous sommes arrivés à l'issue de ce sommet sur les ODD, qui était effectivement important puisqu'on est un peu au milieu de l'analyse et de la réflexion et on se rend compte que manifestement on n'y est pas encore. Donc un message à la fois un constat et aussi un message qui tente à redoubler d'efforts et à sensibiliser l'ensemble des États sur la nécessité de se mettre en marche et d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés en termes d'ODD. Au début du sommet, les États ont adopté une déclaration politique dans laquelle ils décident d'intensifier les efforts pour atteindre les objectifs de développement durable. Le chef de l'ONU les a encouragés mardi à transformer leur soutien à la relance des ODD en investissement réel dans les pays en voie de développement et indiqué vouloir atteindre au moins 500 milliards de dollars par an pour le développement durable. L'humeur ici aux Nations Unies, à la veillée de cette Assemblée Générale, était un petit peu au pessimisme sur un ensemble de sujets qui ont du mal à avancer. C'est le cas un petit peu des objectifs de développement durable qui sont loin, malheureusement on est loin dans plusieurs pays sur la réalisation de ces objectifs à l'horizon 2030. Mais je crois qu'il y a des engagements qui sont venus dans les dernières heures qui sont très très encourageants. Tous nos engagements en matière de santé, d'éducation, d'aide à l'enfance, nous devons être de bons partenaires pour les pays et lorsqu'il faut venir en aide, eh bien la principauté répond toujours présent. Autre grande thématique abordée en ce début de semaine, la réforme des Nations Unies souhaitée par son secrétaire général, la question de l'intelligence artificielle et les dangers qu'elle peut susciter. Et bien entendu, le conflit en Ukraine. Pour la première fois, le président Volodymyr Zelensky est monté à la tribune de l'Assemblée générale. Il a renouvelé son appel à l'aide et a rappelé l'invasion injustifiée de l'Ukraine par la Russie, qui est une violation de la souveraineté de son pays et de l'un des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies. Il s'est exprimé ensuite peu avant le prince souverain dans la salle du Trusteeship pour le sommet des ODD.
Le débat général se poursuit, lui, jusqu'à mardi au siège des Nations Unies à New York. Et parallèlement à cette Assemblée générale des Nations Unies, plusieurs événements ont lieu à New York autour des thèmes abordés lors du débat général. Le prince Albert II a par exemple pris part au Earth Shot Prize Innovation Summit à l'Hôtel Plaza. Il était notamment accompagné d'Olivier Venden, le vice-président de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Ce rendez-vous créé par le prince William en partenariat avec la Bloomberg Philanthropies récompense des solutions innovantes qui répondent aux défis environnementaux. Plus tôt dans la matinée, le prince souverain s'est rendu à une table ronde conjointement organisée par l'Union internationale pour la conservation de la nature et le Comité international olympique. Son thème, inspirer l'action positive pour la nature d'ici 2030. Alexandra Pani nous en dit plus. Un cadre rassemblant fédérations, ligues, clubs et organisateurs d'événements sportifs a vu le jour en décembre dernier à Montréal pour mettre en place une action transformatrice pour la nature dans la pratique de tous les sports d'ici 2030. Ce cadre est né d'une collaboration entre le CIO, l'UICN et le Programme des Nations Unies pour l'environnement. L'objectif, protéger la nature contre les dommages causés, restaurer les écosystèmes et éduquer les membres de la communauté sportive pour qu'ils agissent en faveur de la protection de la nature. Le prince souverain a pris la parole mardi matin lors de cet événement organisé en plein cœur de Central Park. Il était entouré d'athlètes, de défenseurs de la cause et de nouveaux signataires. Il a pu échanger notamment avec la championne de haut niveau des Nations Unies sur les changements climatiques pour la COP28 et présidente de l'UICN, Razan Khalifa Al-Moubara, la navigatrice Donna Bartarelli ou encore des membres du comité olympique. Voilà pour ce volet consacré à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies et des événements qui l'entourent. Nous évoquerons demain l'intervention du prince Albert II à la tribune de l'ONU. Retour en principauté où la journée a été marquée par la conférence de presse de rentrée du gouvernement princier. Avant d'accueillir le ministre d'État Pierre Dartout en plateau, Sandrine Nègre, vous avez assisté à cette conférence. Quels sont les différents points à retenir selon vous ? Bonsoir. Il a bien sûr été question de sujets liés traditionnellement au dernier mois de l'année. Je veux parler du budget rectificatif et du budget primitif. Ce sont des points sur lesquels le ministre d'État reviendra dans quelques minutes avec vous, Émilie, tout comme Moneval et Le Greco, sans oublier la suspension des négociations avec l'Union européenne. La qualité du travail mené par les fonctionnaires de la cellule Europe a d'ailleurs été largement saluée. Pierre Dartout qui reviendra aussi sur les relations entre le gouvernement et le Conseil national. Marco Piccinini était présent lors de cette conférence de rentrée, lui qui a pris la tête du département des finances et de l'économie en succédant à Jean Castellini. Parmi les points importants, Marco Piccinini a rappelé l'importance du plan national pour le logement des Monégasques, comme en témoignent les prochaines livraisons Villa Carmela et Ida. Une étude sur les besoins domaniaux sera prochainement présentée au Conseil national. L'économie monégasque se porte bien. Le dynamisme du marché de l'emploi est incontestable. Christophe Robineau a d'ailleurs évoqué le succès du forum Monaco pour l'emploi, organisé il y a moins d'une semaine. Le département des affaires sociales et de la santé qui souhaite maintenir le dialogue avec les partenaires sociaux. À l'ordre du jour également, dans deux registres bien différents, la rupture conventionnelle et l'interdiction des puffs. Autres sujets qui ont rythmé cette conférence de presse, les dossiers liés au département de l'Intérieur. La rentrée scolaire s'est bien passée, celle des clubs sportifs aussi. Avis plus particulièrement aux familles des élèves scolarisés à l'école de la Condamine. Suite à la rupture de conduit des classes, ont dû être déplacés vers d'autres établissements. Les travaux ont été en grande partie réalisés et les classes ont réintégré l'école de la Condamine. Il reste encore celles déplacées au lycée Régnier 3, mais ces élèves prendront de nouveau le chemin de l'école de la Condamine dans les jours qui viennent. Patrice Célario a également tenu à souligner que son département a été pleinement mobilisé aussi autour de la conférence sur la loi, sur les associations, fédérations et fondations. Autres éléments qui ont ponctué cette conférence de rentrée. Céline Caron-Dadjoni a présenté la livraison de plusieurs opérations majeures à venir. Pasteur avec le nouveau collège Charles III notamment, le bâtiment au cœur de la Condamine, celui de la direction de la sûreté publique ou encore les avancées concernant le CHPG.
La mobilité demeure un dossier majeur. La livraison du parking des Salines et la desserte depuis ce parking visent à l'améliorer. Autre enjeu très important, renaturer la ville pour améliorer le cadre de vie. Un thème qui sera très largement étudié dans les mois qui viennent. N'oublions pas bien sûr le département des relations extérieures et de la coopération. En ce mois de septembre, Isabelle Béraud-Amadei est à l'ONU pour l'Assemblée générale qui se déroule cette semaine. Vous avez d'ailleurs pu l'entendre au début de ce journal. Vous l'aurez compris, la rentrée est intense pour le gouvernement avec de nombreux dossiers politiques, économiques et internationaux. Monaco sera d'ailleurs représenté au sommet de Grenade en Espagne qui réunira début octobre la communauté européenne. Merci Sandrine. Il est temps à présent de rejoindre notre premier invité, le ministre d'État, Pierre Dartout. Bonsoir Pierre Dartout. Bonsoir. De nombreux dossiers politiques, économiques et internationaux vont occuper l'agenda ministériel jusqu'au premier trimestre 2024. Le premier et le plus proche dans le temps, c'est la période budgétaire. Quelle est la tendance avant le vote du budget rectificatif et primitif? Bien, la tendance est bien sûr un très grand moment de la vie publique de la principauté, c'est celle de l'adoption du budget. Donc nous allons commencer au début du mois d'octobre à examiner en séance publique le budget rectificatif 2023 et au mois de décembre, il y aura le budget primitif 2024 et entre ces deux dates, des séances de travail avec le Conseil national pour préciser les choses et répondre aux questions des élus. Quelles sont les priorités du gouvernement? Alors, les priorités du gouvernement, c'est bien sûr consolider les investissements, les équipements publics qui sont très importants en principauté, et je pense notamment au plan national logement, mais c'est aussi toujours veiller à ce que la principauté soit attractive et qu'elle demeure ce qu'elle est, c'est-à-dire un modèle sur le plan économique et social, mais également culturel ou sportif. Preuve de l'attractivité de la principauté, c'est ce chiffre, 10 milliards d'euros, c'est le chiffre d'affaires de la principauté. Ça montre que l'économie monégasque se porte très bien. L'économie monégasque se porte bien. C'est ce que j'avais dit à un de vos confrères de la presse écrite en août, quand on s'interrogeait sur un certain nombre de points concernant Monaco. J'ai dit l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Et la forêt, ça veut dire que l'essentiel, c'est une situation économique qui est très bonne. Il faut certes ne pas s'endormir sous ses lauriers, toujours être vigilant dans un univers international marqué par une très forte concurrence, mais l'essentiel est là. La situation économique est très bonne. L'autre dossier qui vous mobilise depuis plusieurs années, c'est le dossier Moneval et Gréco. Où en est le calendrier? Alors, le calendrier, c'est-à-dire le processus par lequel on va être amené à s'expliquer sur les mesures que l'on a prises, ça sera à partir du printemps prochain. Et nous allons donc montrer les textes qui ont été présentés, approuvés, et puis aussi donner un éclairage sur la mise en œuvre de ces textes et démontrer qu'ils répondent à l'objectif d'efficacité fixé notamment par le GAFI ou par Moneval. C'est un dossier que désormais Marco Piccinini, fraîchement nommé ministre des Finances et de l'Économie, va se charger. Bien sûr, il va, mais je crois que c'est tout le gouvernement qui est mobilisé, le ministre d'État, mais les autres ministres. Par exemple, le ministre de l'Intérieur est très mobilisé aussi sur ce dossier, parce que non seulement les sociétés sont concernées par la législation, mais également les fondations et les associations. Quant au Gréco, c'est aussi une étape importante, et le Gréco enverra une mission au mois de novembre, à partir du 20 novembre, et nous avons pris d'ores et déjà, comme vous le savez, des dispositions nécessaires pour anticiper sur les demandes qu'il pourrait faire. Une réaction sur la suspension des négociations entre Monaco et l'Union européenne. Les conditions n'étaient pas réunies pour envisager un accord pour le moment? Non, les conditions n'étaient pas réunies tout simplement parce qu'on a constaté, de façon très constructive, parce que les entretiens qui ont eu lieu à Bruxelles avec Isabelle Béraud-Amadei et Isabelle Costa se sont très bien déroulés avec M. Šefčovič, dans une ambiance très constructive. D'ailleurs, nous l'avons dit les uns et les autres dans les communiqués. Nous avons conclu qu'il y avait une distance trop forte entre
le souci que nous avons toujours eu, qui est celui du prince, de fixer des lignes rouges qui forgent l'identité économique, sociale, culturelle de Monaco, avec un certain nombre d'exigences de l'Union européenne. Pour autant, ce n'est pas une rupture des négociations, ce n'est pas une rupture tout au moins des contacts avec l'Union. Nous savons qu'il y aura toujours des domaines où il faut être partenaire. Nous sommes dans le continent européen. L'Europe est sur un plan économique un partenaire essentiel, pas seulement la France ou l'Italie. Et donc, avec le temps, il faudra veiller à ce que certaines réflexions puissent nous permettre peut-être d'envisager d'autres formules. Nous parlions tout à l'heure du vote du budget rectificatif et primitif, un travail qui se fait en étroite collaboration avec le Conseil national. Un mot sur vos relations. Le Conseil national, Brigitte Boccon-Pagès, présidente du Conseil national, parle de relations très compliquées. Comment vous qualifieriez ces relations avec le Conseil national? Les relations ne sont pas toujours simples. Est-ce qu'elles sont compliquées? Moi, je vais éviter des mots, des adjectifs qui sont trop forts, parce que je ne veux pas alimenter certaines polémiques. C'est vrai qu'il y a des choses que je ne comprends pas, et donc les autres membres du gouvernement aussi. Donc il faut approfondir le dialogue. Et nous sommes prêts à le faire, d'ailleurs nous le démontrons. Certains se sont étonnés qu'on n'avait pas donné de suite à une réunion sur la méthode pour l'élaboration des textes législatifs. Ce n'est pas tout à fait exact, puisque dès le début du mois de septembre, nous avons écrit au Conseil national pour lui proposer ce type de réunion. Et nous sommes prêts aussi à discuter en amont des grandes discussions budgétaires, d'un certain nombre de problèmes d'ordre budgétaire. Donc nous sommes toujours prêts à discuter. Je crois que c'est ça l'essentiel, parce que peut-être les relations sont compliquées, mais elles seront d'autant plus compliquées s'il n'y a pas suffisamment de dialogue et d'écoute. Il faudrait avoir un dialogue constructif. Absolument. Merci infiniment, Pierre Dartout, d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco. Merci bien. Retour en images à présent sur une relève de la garde un peu particulière ce mercredi avec la présence de l'ensemble musical de la 6e flotte américaine. Il a exécuté une aubade sur la place du Palais Princier, de passage dans le sud de la France à l'occasion de la journée franco-américaine de la marine amirale de Grasse. La fanfare a souhaité se rendre en principauté pour renforcer les liens indéfectible d'amitié entre Monaco et les États-Unis. Ce n'est pas la première fois qu'un ensemble militaire musical se produit sur le Rocher. La Drill Team avait par exemple participé à la fête nationale monégasque en 2019. Le stage de préparation du 15 de France, le meeting d'athlétisme Herculis EBS, le changement de la pelouse ou du parquet de la salle Gaston-Médecin. Le Stade Louis II aura eu un été sans repos cette saison et s'apprête à vivre une année aussi dense avec la reprise des différents championnats. Bonsoir Sylvie Bertrand. Bonsoir Émilie Rousseau. Il n'y aura finalement eu que peu de vacances ou de trêve pour le Stade Louis II qui a tourné à plein régime cet été. Oui, le bâtiment est un bâtiment qui ne s'arrête jamais, qui travaille 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Et en ce qui me concerne, une seule petite semaine de vacances. Ça a débuté fort avec la réception du 15 de France pour son stage de préparation. J'imagine que cela a été une logistique impressionnante à mettre en place. En effet, ils sont venus chez nous les 2 premières semaines de juillet. Il a fallu préparer tout le plateau sportif, créer une véritable salle de musculation sur la demi-lune côté Rocher, et puis après mettre en place tout le terrain en configuration rugby. Et à peine fini, c'était déjà au tour du meeting Herculis d'investir la piste d'athlétisme. Cela a été compliqué d'enchaîner ces 2 événements? On est un petit peu rodé maintenant pour enchaîner les manifestations, mais c'est vrai que le meeting Herculis demande toujours beaucoup de préparation en amont. Donc on a dû se coordonner avec la logistique de l'équipe de France pour qu'ils débarrassent et en même temps on commençait à monter pour le meeting.
Aujourd'hui, ce sont les Japonais qui s'entraînent au Stade Louis II à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby. Cela demande là aussi une organisation particulière pour les accueillir. Alors c'est une organisation différente. On avait un cahier des charges assez complet, notamment en ce qui concerne la musculation, les joueurs de rugby sont très friands de musculation, ce qui est normal. Et ensuite, en termes d'entraînement purement rugby, étant donné qu'on a procédé à un replaquage de la pelouse juste avant leur arrivée, on les a, avec le foot, avec l'ASMFC, on a trouvé un accord pour qu'ils s'entraînent au centre de performance. Donc finalement, ils ont eu des installations de très haute qualité et ils sont très contents. Ça demande une grande organisation aussi pour pouvoir faire cohabiter tous les sports, puisqu'on le rappelle, le Stade Louis II, c'est un stade multisport. Avec la présence des Japonais, on a dû prendre des dispositions avec toutes les associations sportives qui ont été impactées, notamment la SM Haltérophilie. Pour nous, la salle de musculation, le centre nautique, mais à ma grande satisfaction, tout le monde a joué le jeu parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on reçoit une équipe professionnelle qui vient disputer une Coupe du Monde. On parlait de la pelouse tout à l'heure, la pelouse du Stade Louis II s'est refait une beauté, tout comme le parquet de la salle Gaston Médecin, un an après sa rénovation. Des travaux étaient nécessaires. Oui, c'est ce qui nous manquait pour avoir une salle Gaston Médecin au top niveau. Il nous restait à modifier le parquet. Donc ça a été chose faite cet été et je pense que là, on est vraiment dans des conditions optimales pour toucher le Graal, j'espère. Ou confirmer ce titre de champion de France. À minima. À minima, parce qu'il y a l'Euroleague également. Où en sont les travaux, Sylvie Bertrand, de la rénovation du Stade Louis II ? Pour la restructuration du stade, on a repris toutes les réunions d'études avec le cabinet d'architecture et la direction des travaux publics. Donc ça avance, Le planning prévoit le premier coup de pioche aux alentours de début 2025. En conclusion, Sylvie Bertrand, plus que jamais, le Stade Louis II joue pleinement son rôle de berceau du sport en principauté, comme le souhaitait le prince Régnier III. J'en suis certaine, pleinement convaincue. Vu le nombre de sportifs que nous accueillons quotidiennement, hebdomadairement, je pense que le Stade Louis II est un bâtiment incontournable de la principauté. Et il contribue à l'essor du sport en principauté. Absolument. Merci infiniment, Sylvie Bertrand, d'avoir été notre invitée ce soir sur Monaco Info. Merci, Émilie. Et puisque nous parlons sport, Monaco connaît son futur adversaire en Coupe Davis. Les joueurs de Guillaume Couillard affronteront le Paraguay pour tenter de se maintenir dans le groupe 2 Monde. Les rencontres auront lieu au Paraguay les 3 et 4 février 2024. Le Monaco Economic Board a réuni ses membres au Yacht Club mardi soir pour son 46e rendez-vous des adhérents. L'occasion de mieux faire connaissance entre entreprises et découvrir le calendrier de la rentrée. Le reportage de Fabien Bonilla et Alban Gingembre. Près de 300 membres du Monaco Economic Board se sont réunis ce mardi dans l'écrin du Yacht Club de Monaco. Cette institution économique créée en 1999 sous le nom de Chambre de développement économique a été rebaptisée en 2015 le Monaco Economic Board. Et bien depuis ces dernières années, le MEB enregistre une croissance régulière d'au moins 20%. 2023 est une année record avec 615 entreprises adhérentes. Nous sommes ravis de la croissance du nombre d'adhérents, du renouvellement des entreprises. On a des entreprises dans le numérique, on a des entreprises dans les énergies renouvelables, on a toutes sortes d'entreprises et énormément de start-up. Et on a un tissu économique dynamique qui est vraiment que des grandes villes pourraient nous envier. Lors de ce 46e rendez-vous des adhérents, 2 membres sont intervenus pour présenter leurs associations. La présidente de l'association des femmes chefs d'entreprise de Monaco et le directeur général de Peace and Sport. Ce soir, nous avons voulu présenter notre association parce que nous regroupons 60 femmes chefs d'entreprise à Monaco et nous développons donc activement l'économie monégasque. Les femmes chefs d'entreprise de Monaco représentent 30% des femmes inscrites au registre du commerce, qui est un chiffre non négligeable et en constante augmentation. Donc on voulait aujourd'hui montrer notre place dans le tissu économique monégasque. Le message que je souhaitais faire passer, c'est que les acteurs économiques monégasques ont un rôle très important à jouer dans l'exportation de notre forum à l'international.
Et on se retrouve cette année à avoir un forum en Arabie Saoudite et c'est principalement grâce à l'image vraiment très forte de Monaco à l'international. Dans l'actualité du Monaco Economic Board, le MEB participera à la 11e édition du Salon Monaco Business le 3 octobre. Une conférence de l'économiste Ludovic Subran sera organisée le 16 octobre. Et enfin, dans cette actualité automnale, le Monaco Economic Board se déplacera avec certains de ses adhérents aux Pays-Bas en novembre prochain. L'Union des femmes monégasques proposait aujourd'hui un jeu de piste dans les rues de la Principauté à destination des jeunes. Le but était de sillonner la Principauté afin de répondre à 12 énigmes liées aux femmes. Un projet pour l'égalité homme-femme que vous explique Vanessa Dessy sur des images de Thomas Deus. Comment capter l'attention de la jeune génération sur des sujets de société? À la réponse, grâce à ce jeu de piste géant organisé sur le territoire monégasque, le but étant d'éveiller les consciences de ces adultes de demain. Ils ont une application sur le téléphone qui les amène à un endroit. Il y a un petit indice qui indique où se rendre. Alors ici, c'est faites vos jeux. Bon, on s'imagine c'est le casino et on part de là. Et ensuite, on a la Condamine, Monaco-Ville, etc. Ce jeu de piste qui s'appelle En marche pour l'égalité a été créé pour sensibiliser les jeunes à la lutte contre le harcèlement, la discrimination, l'égalité entre hommes et femmes. Donc, on a mis l'accent, puisque nous sommes l'Union des femmes monégasques, sur les figures femmes qui ont œuvré et qui ont mis à l'honneur, disons, la femme à Monaco. Grâce à une carte numérique, les jeunes ont sillonné les quartiers de la Principauté afin de répondre à 12 énigmes liées aux femmes. Histoire, politique, action. À chaque étape, les participants ont levé le voile sur des personnalités féminines ayant participé au rayonnement de la Principauté. Parce qu'en fait, surtout, des fois, on parle que des hommes et c'est surtout en fait de faire égalité, de parler autant de l'un que de l'autre. Et je trouve ça bien. Et j'aimerais aussi un peu en apprendre plus sur l'histoire féminine de Monaco. Je crois que c'est un peu pour expliquer aux autres l'importance des femmes, de ce qu'elles ont fait, pour expliquer l'histoire de Monaco. Les gagnants du jeu de piste ont pu remporter un iPhone 14, une tablette et un bon d'achat Fnac d'une valeur de 300 €. La 28e édition des Journées européennes du patrimoine aura lieu dimanche. En Principauté, l'opportunité de visiter plusieurs monuments et institutions et de découvrir des lieux parfois fermés au public. C'est le cas par exemple du Centre scientifique, le reportage de Frédéric Elion et Jean-Alexandre Dordet. La recherche scientifique en Principauté est une véritable institution depuis les prémices avec le prince Albert Ier il y a 150 ans, jusqu'à la création du Centre scientifique de Monaco par le prince Régnier III en 1960. À l'occasion des 28e Journées européennes du patrimoine, vous pourrez vous plonger dans l'univers du CSM, qui effectue de nos jours des recherches en biologie marine, polaire et médicale. À titre exceptionnel, les laboratoires du Centre scientifique de Monaco seront ouverts au public ce dimanche. Les visiteurs pourront visiter la totalité de ce laboratoire, y compris cette magnifique salle de culture, discuter, c'est ça qui est quand même exceptionnel, discuter avec les chercheurs qui seront là. Les chercheurs seront là pour accueillir tous les visiteurs. Donc vraiment une visite exceptionnelle, comme on le fait quand même de temps en temps, mais assez rarement. Cerise sur le gâteau cette année, outre la visite du CSM, 2 ateliers pédagogiques seront proposés à 11h et 14h30 avec l'illustrateur de l'ouvrage Le mystère du corail rouge, une espèce emblématique, le père des coraux, que l'on ne trouve qu'en Méditerranée. Et nous avons donc réalisé cet ouvrage pour enfants. Alors je dis pour enfants, mais en fait tout le monde peut le lire parce que les contenus scientifiques de ce livre est vraiment très intéressant. Et l'illustrateur a étudié les coraux ici du Centre scientifique et a redessiné ces coraux dans cet ouvrage. Donc l'atelier permettra de comprendre comment on observe la nature, comment on réinterprète cette nature, comment on dessine ce que l'on voit, mais également comment finalement on fait un ouvrage, comment on part d'un laboratoire et comment on arrive à un livre. Ces ateliers sur inscription uniquement sont ouverts aux enfants de 6 à 14 ans avec une limite de 14 personnes par session. C'est désormais une habitude, régulièrement sur notre antenne, nous mettons en valeur ceux qui font Monaco. Christine Datomel part à la rencontre des commerçants, des artisans et des restaurateurs pour connaître leur histoire et leur savoir-faire.
Aujourd'hui, Crisinda, nous vous retrouvons du côté du quartier de la Condamine. Oui, et aujourd'hui, je me trouve dans les locaux flambant neufs de la distillerie de Monaco. Alors, l'enseigne séduit depuis 2017 avec ses liqueurs d'orange amère. Une liqueur produite grâce aux fruits des arbres de la principauté. Alors, comment toute cette belle histoire est née? Je vous propose tout de suite de rencontrer le maître des lieux, Philippe Culazzo. L'idée, c'était vraiment de créer des spécialités monégasques, des choses qui viennent réellement de Monaco, qui ont un vrai lien avec le terroir monégasque. C'est quelque chose qu'on peut amener à l'étranger. Spiritueux, c'est des choses qui vieillissent, qui vont bien pour voyager plus loin de Monaco. Toutes les oranges qu'on utilise, ils viennent de Monaco. Il y a 600 arbres en principauté, plus ou moins. On ramasse toutes les oranges qui auparavant partaient à la déchetterie. Donc les oranges ne sont pas traitées. C'est du fruit qui est très aromatique, c'est très sain. Et donc, tout ce qui n'est pas utilisé par le peuple monégasque et les résidents qui partaient auparavant à la déchetterie, on récupère ici pour transformer en liqueur d'orange. Les arbres, ils font du fruit une année sur deux, plus ou moins. Mais on va dire entre 10 et 15 tonnes de fruits ramassés tous les ans en totalité. Et peut-être entre 8 et 10 tonnes, ils arrivent ici. Nous avons des cagettes pour ramasser les oranges en bois. Ils arrivent ici entre janvier et février. On travaille en étroite collaboration avec la DO de Monaco. Nous faisons un premier triage du produit, un lavage, une petite désinfection avec un produit très léger, le même qu'on utilise pour les biberons des bébés. Et ensuite, on fait un deuxième lavage, un frottage. On épluche les oranges, on met à macérer les écorces d'orange. Et puis on prend aussi le jus des oranges, qui est amer, mais qui contient des sucres. Donc on fermente le jus. On attend que ça soit complètement transformé les sucres en alcool et ensuite ça passe en alambic ici pour la distillation. C'est vrai que c'est un petit peu comme les cépages, que ça peut changer d'année en année. Des fois on a des oranges plus, on va dire, sèches parce qu'il y a de la sécheresse. Des fois ils sont un peu plus mûrs, un peu moins mûrs, mais c'est du terroir, donc c'est un petit peu comme un vin qui vient d'un domaine. Il a son caractère, donc ça va changer légèrement d'année en année, mais son caractère est vraiment fixe. L'idée vraiment c'est de communiquer les goûts de Monaco, le terroir monégasque. Donc le deuxième liqueur qu'on a fabriqué, c'est un monégasque qui m'a présenté l'arbre national monégasque, c'est le caroubier. Et on a fait un liqueur à la caroube, très intéressant, très insolite. Un fruit un peu difficile à travailler, mais on a torréfié les gousses de caroube et ça donne un goût très riche. Et je dois dire assez unique, on ne trouve pas ça souvent dans le commerce. Et puis également un gin avec les agrumes de Monaco. Et le gin, c'est le produit qui rayonne le plus, peut-être à l'international. C'est un gin fabriqué à partir de 7 agrumes locales, donc les oranges amères de Monaco, orange douce, citron vert, pamplemousse, cédrat et bergamote, tout sur une base de genièvre bien sûr. Et c'est tous des fruits qui poussent dans un radius de 12 km de Monaco. Donc la plupart, ils viennent vraiment de nos côtés et voilà, jusqu'à 12 km. Et la distillerie de Monaco produit 100 000 bouteilles par an. Alors elle livre bien sûr la principauté de Monaco, mais notre petite liqueur d'orange amère s'exporte également vers la France, l'Italie, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, l'Irlande, le Japon ou encore Macao. Et ce n'est qu'un début. Et sachez que si vous souhaitez visiter la distillerie, c'est-à-dire ses ateliers, vous pouvez du lundi au vendredi ou alors sur réservation. Et nous retrouvons Crisinda Thomel vendredi pour un nouveau numéro de Ceux qui font Monaco et dans quelques instants pour les prévisions météo. Laure Hatchwell-Baker est de retour à l'espace 22 où elle met à l'honneur la force de la nature et des animaux. Intitulée One Ocean, One Planet, l'exposition rassemble des œuvres hautes en couleurs à découvrir jusqu'au 2 octobre à la galerie de l'espace 22. Place à présent à vos prévisions météo. Bonsoir Crisinda. Une amélioration est-elle prévue pour la journée de jeudi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Eh bien non, malheureusement, jeudi la journée sera pluvieuse. Un temps maussade donc accompagné de températures clémentes pour le moment. Du côté du thermomètre, 19 pour les minimales et 24 pour les maximales. Le soleil se lèvera à 7h14 et se couchera à 19h32. Demain, nous fêterons les Mathieu.
Merci Christinda et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On referme ce journal en images avec la présence de l'ensemble musical de la 6e flotte américaine ce mercredi midi sur la place du Palais Princier. Un moment unique et qui a dû en surprendre plus d'un. Un moment capturé par notre photographe Manuel Vitali. Demain à 19h, vous avez rendez-vous avec Patricia Navarro pour votre JT. Nous recevrons notamment le chef Alain Ducasse à l'occasion du premier sommet de la gastronomie durable. Belle soirée à tous sur Monaco Info.